Alors imaginez un peu ça. D'un côté, quelqu'un qui est tellement au bout du rouleau qu'il demande à mourir. Et de l'autre, une personne qui, malgré tout, s'accroche à chaque seconde de vie. C'est le point de départ du film nigérien Miracle à la table numéro 7, l'histoire d'une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui nous montre comment l'espoir peut parfois surgir de nulle part. Et d'ailleurs, dès le début, le film nous met face à un choc. Voilà le contraste. On a César qui a tout perdu au point de supplier pour que sa vie s'arrête, et en face, on a Essie qui, même en pleine épreuve, continue de se dire que la vie est belle. C'est cette tension entre ces deux visions du monde qui va être le cœur de toute l'histoire. Bon, alors, plongeons un peu dans leur histoire. On pourrait appeler ça « Deux mondes, un seul désespoir », parce que c'est exactement ça. On a deux personnages qui, en apparence, viennent de planètes différentes, mais qui, au fond, partagent la même souffrance. Commençons par César. Pour lui, la vie, c'est juste une série d'échecs. Il perd son boulot, sa petite amie le quitte, et le pire, c'est que son entourage n'arrête pas de lui répéter qu'il est un moins que rien. Ces mots, « tu es fini », c'est comme une sentence qui tourne en boucle dans sa tête et qui le pousse vraiment au bord du gouffre. Et puis, il y a Essie. Là, on change complètement de décor. Famille riche, elle a l'air d'avoir tout pour elle, mais en réalité, elle mène un combat que l'argent ne peut pas gagner. Elle a une maladie des reins en phase terminale, et les mots de sa mère qui prie pour elle, ils nous montrent un désespoir tout aussi profond, mais d'une autre nature. On a donc planté le décor. Maintenant, on arrive au moment clé. Le moment où tout bascule, où ces deux trajectoires qui allaient droit dans le mur vont finalement se croiser. C'est la rencontre à la fameuse table 7. La scène se passe donc à cette table numéro 7. César est là, complètement anéanti. Il est sur le point de vendre le bracelet de sa mère, son dernier souvenir, pour en finir. Et c'est là, à ce moment précis, qu'Essie, pétillante de vie, le remarque et vient lui parler. C'est ici que tout commence. Et, dès leur première discussion, on comprend le fossé qui les sépare. Pour César, qui a été détruit par la misère, l'espoir, c'est l'argent. Point. Pour Essie, qui se bat pour chaque jour qui lui reste, l'espoir, c'est simplement la vie. Deux visions du monde radicalement opposées. Et pourtant, c'est de là que leur lien va naître. Bien sûr, leur histoire ne va pas être un long fleuve tranquille. Loin de là. On entre maintenant dans une partie qu'on pourrait appeler l'amour contre vents et marées. Et croyez-moi, les obstacles qui les attendent sont juste énormes. En fait, ils doivent faire face à 3 problèmes majeurs. D'abord, la maladie d'Essie. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ensuite, il y a la pauvreté de César, qui crée une barrière sociale immense entre eux. Et pour couronner le tout, la mère d'Essie, qui est bien décidée à ne pas les laisser faire. Et cette pression sociale, on la ressent surtout à travers la mère d'Essie. Elle est ultra protectrice, et pour elle, César n'est rien d'autre qu'un profiteur, un chercheur d'or qui veut abuser de sa fille. Ces mots sont d'une violence. Ça montre bien tous les préjugés qu'ils doivent surmonter. Mais ce film, ce n'est pas juste une simple histoire d'amour. Il va bien plus loin que ça. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Les grandes leçons qu'il nous donne sur la vie et surtout sur l'espoir. La leçon la plus forte, c'est peut-être que l'espoir, ce n'est pas quelque chose qu'on a en soi, mais quelque chose qu'on trouve grâce aux autres. Le film nous montre aussi que la vraie richesse n'a rien à voir avec un compte en banque. Et finalement, leur amour devient leur moteur, ce qui les pousse tous les deux à se battre. Ça nous amène à cette idée de seconde chance. Le film, lui, donne une définition un peu différente. Pour César, cette seconde chance, ce n'est pas un miracle tombé du ciel, c'est Essie. Juste par sa présence, par sa philosophie, c'est elle qui lui a redonné une raison de vouloir vivre, de se battre pour une nouvelle vie. Et on arrive au clos du spectacle, le moment où le titre « Miracle à la table numéro 7 » prend tout son sens. Mais attention, le miracle n'est peut-être pas celui auquel on s'attend. Là, les choses s'emballent. La santé d'Essie se dégrade d'un coup. César apprend toute la vérité sur son état et sa réaction est immédiate. Sans hésiter une seule seconde, il propose de lui donner son propre rein. C'est le point de non-retour qui mène inévitablement à l'opération. Et sa motivation est vraiment poignante. Ce n'est pas une décision impulsive. Il est hanté par le fait de ne pas avoir pu sauver sa mère des années plus tôt. Alors pour lui, ce sacrifice, c'est une sorte de rédemption. En offrant son rein, il ne fait pas que sauver Essie, il prouve que son amour est absolu, inconditionnel. Puis, ellipse. On avance de 2 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? Le résultat de tout ça. César et Essie sont là. Ils sont en vie, ils sont ensemble. Et ils sont parents de jumeaux. C'est leur victoire, la preuve vivante de leur combat. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Finalement, c'était quoi le vrai miracle? L'opération réussie, l'exploit médical? Ou est-ce que le véritable miracle a eu lieu bien avant, à cette fameuse table numéro 7, quand une rencontre improbable a donné naissance à un amour si fort qu'il a pu littéralement donner la vie?
C'est sur cette réflexion que le film nous quitte.